Deux mots. Un courant électrique, c'est un mouvement de charge. Donc l'électrocinétique, c'est de la mécanique. Simplement, c'est de la mécanique appliquée à des porteurs de charge. Dans les métaux, les charges qui se déplacent sont des électrons qui se trouvent être chargés négativement. C'est une convention. On aurait pu décider que les électrons aient une charge positive et les protons une charge négative. Ça a été décidé avant qu'on découvre les électrons et les protons. C'est tombé comme ça. Donc, dans les conducteurs, les charges qui se déplacent se trouvent être négatives. Ce sont les électrons. Un courant électrique, donc, c'est le déplacement de charge. Et à travers un fil, on définit le courant I comme le nombre de charges par unité de temps qui traverse une section du fil. I égale dQ sur dt. Attention, le courant peut être positif ou négatif si on choisit une orientation sur le fil. Donc si j'appelle I le courant qui va dans ce sens-là dans le fil, I va être effectivement dQ sur dt, où dQ est le nombre de charges, enfin la quantité de charge qui traverse la surface dans ce sens-là par unité de temps. Ce nombre peut être négatif. Et si je définis J le courant dans l'autre sens, ou I', eh bien I' vaut moins I, il n'y a aucun problème. Donc c'est une grandeur algébrique. Et donc il faut orienter le circuit, on l'oriente comme on veut, et une fois qu'il est orienté, le courant, soit le courant va effectivement dans le sens de notre orientation et il est positif, soit il va dans le sens opposé et il est négatif. Aucun problème. On a démontré hier, un peu rapidement, mais on a démontré une formule fondamentale en électrocinétique qui est que I égale U sur R, où U est la tension, et on avait écrit UAB égale VA moins VB. Si vous avez donc un circuit, un élément de circuit avec ici quelque chose A ici et B là, on écrit UAB comme ceci par convention. On représente la tension UAB, donc la tension qu'il y a entre A et B. C'est par définition la différence de potentiel entre A et B. Quel est ce potentiel? C'est le potentiel associé au champ électrique. Donc les forces qui s'appliquent sur les charges, on va oublier les aspects magnétiques pour le moment. Ça, c'est la force fondamentale. Quand vous avez un champ électrique et une charge dans ce champ électrique, on a F égale Q. C'est exactement l'équivalent, si vous voulez, de F égale mg. Ceci est la charge pour la gravitation. Vous avez ici un champ gravitationnel, F égale mg. Ici, vous avez un champ électrique. Q, c'est la charge électrique, donc la charge pour la force électrique. Et vous avez F égale QE. De la même façon que G dérive d'un potentiel, et vous avez ici une énergie potentielle EP qui vaut mgz, si on oriente z dans le sens opposé à G en l'occurrence. Sinon ce sera moins mgz. On a ici, donc, vous avez G qui dérive d'un potentiel, G qui est moins gradient de Gz. Voilà. Vous avez ici, on le montre en électrocinétique, E qui vaut moins gradient, en électromagnétisme, pardon, électrostatique en fait, E égale moins gradient de V. Donc ça, c'est les lois fondamentales de la nature nous disent que E dérive d'un potentiel. Et par conséquent, vous avez F qui vaut moins gradient de QV, d'où l'on voit que la force électrique dérive d'une énergie potentielle. Cette énergie potentielle, c'est QV.
On verra ça en électromagnétisme. Mais je répète cette analogie que j'ai évoquée un petit peu hier. Dans un circuit, vous pouvez considérer que le courant va des potentiels élevés aux potentiels bas, spontanément, de la même façon que de l'eau coule des potentiels de pesanteur, des potentiels de pesanteur élevés aux potentiels de pesanteur bas. Et ayant cette analogie en tête, d'avoir cette analogie en tête, c'est pas mal, pour pas mal d'aspects. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas vu hier, que je vais donc voir maintenant, et on va pouvoir exploiter à nouveau cette analogie, c'est l'aspect énergétique. Oui, donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier, en rappelant vite fait donc, on a démontré ceci, et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, donc on a parlé des générateurs. Je le répète très rapidement, ce sera une révision pour ceux qui étaient là hier et pour les autres. Comme ça, ils auront un peu en tête. Un générateur de tension, s'il est parfait, c'est quelque chose qui délivre une tension à ses bornes qui vaut un certain nombre, qu'on appelle sa force électromotrice. On a ici UAB égale E. En pratique, les générateurs de tension ne sont jamais absolument parfaits. C'est-à-dire que la tension qu'ils peuvent délivrer est un peu moins grande quand on leur demande en plus du courant. Et plus on leur demande de courant, moins ils peuvent livrer de tension, de différence de potentiel. Et ceci peut se modéliser en séparant une partie générateur de tension constante et une partie résistive donc le générateur c'est tout ça, et là on voit que si on demande du courant, c'est-à-dire si la partie sur laquelle on branche le générateur demande du courant, c'est en général le cas, pas nécessairement, mais la plupart du temps, à ce moment-là, s'il y a un courant I qui sort du générateur, on voit que la tension UAB, donc la vraie tension délivrée vraiment par le générateur, complet, avec sa résistance interne, c'est E moins RIAB. Donc ça, c'est la caractéristique d'un générateur de tension. Pour un générateur de courant, l'idée du générateur idéal, donc on le représente avec deux ronds comme ça en général, l'idée pour un générateur de courant idéal, c'est qu'il délivre toujours le même courant. Ce courant, c'est égal à son courant, le courant qui définit ce générateur de courant. Alors, après, ça peut être ce qu'on veut, ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas nécessairement constant, de même que le générateur de tension peut délivrer une tension qui va être sinusoïdale, par exemple, ou un créneau, ou un triangle. Enfin bon, vous avez dû manipuler en TP des générateurs de tension qui délivrent des formes de tension qui sont à peu près ce qu'on veut. Donc ça, c'est un générateur de courant idéal qui délivre un courant qui est toujours égal à la valeur nominale qu'il est censé délivrer. En pratique, si on demande en plus de la tension, c'est-à-dire si on veut établir une différence de potentiel aux bornes du générateur de courant, on s'aperçoit qu'il délivre un petit peu moins de courant que ce qu'il pourrait délivrer si on ne lui demandait pas de tension. Donc si on met ici, donc si on branche ce générateur de courant sur un circuit, lui, donc on peut modéliser ce générateur de courant non idéal comme un générateur de courant idéal I0, mais avec une branche ici en parallèle, avec une résistance interne, de telle sorte que si on impose une tension ici UAB, eh bien, la tension ici doit être égale à la tension là, parce qu'il n'y a pas de perte
de potentiel, de fil de résistance négligeable. Par conséquent, nous savons qu'ici doit passer un courant I interne, si on veut, qui vaut eh bien, UAB sur R. Et par conséquent, la loi des nœuds pour le courant, qui est simplement juste une loi qui dit que les charges se conservent. Donc si vous avez un certain nombre de charges qui arrivent par seconde en ce point-là, eh bien, le nombre de charges par seconde qui passe là et là, c'est le même que le nombre de charges qui arrivent. Il n'y a pas ni de création ni de perte de charge ici. Ça, c'est la loi des nœuds. Ça nous dit donc que le courant arrivant sur ce nœud est égal au courant sortant de ce nœud. Et donc le courant I vraiment délivré par le générateur est le I0 idéal moins ce qui a été détourné à l'intérieur de ce générateur, si on veut, IAB sur R. D'accord ? Voilà. Donc ça, ce sont les idéalisations, enfin les modélisations des générateurs de courant et de tension non idéaux. Ok ? Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait vu. En tout cas, bon, on avait parlé de beaucoup de choses, mais c'est des points clés à retenir. Bien, alors maintenant je voulais aborder les aspects énergétiques. Alors, l'électrocinétique, c'est de la mécanique. Simplement, la force qui s'applique sur une charge, c'est Q fois E. Et à cette force est associée une puissance, un travail, W égale F scalaire dr, et une puissance, P égale F scalaire V, exactement. Enfin bon, ça c'est des définitions du travail et de la puissance mécanique. Ceci s'applique aussi, évidemment, en électrocinétique. La seule différence ici, c'est que pour une charge, donc, eh bien, enfin, il n'y a pas de différence, c'est juste qu'il faut écrire que F c'est QE. Par conséquent, le travail effectué par le champ E sur une charge, eh bien, ça va être QE scalaire dr. Et la puissance sur une charge sera donc QE scalaire V, c'est-à-dire dW sur dt, bien sûr. Et quand vous appliquez ça à toutes les charges dans le circuit, eh bien, vous trouvez la formule de la puissance. Bon, je ne voulais pas effacer ça, mais je vais l'effacer quand même. Je peux effacer ces schémas ou... Oui. Ouais, si, c'est bon. Vous êtes en phase, alors? C'est bien quand on fait de l'électrocinétique. C'est là qu'on obtient le rendement maximal. Comme toujours. Alors, si on somme sur toutes les charges qui passent dans un fil, par exemple, donc entre A et B, j'ai donc une tension UAB. Je vous rappelle que cette tension, c'est donc la différence de potentiel VA moins VB. Par conséquent, c'est la somme du champ électrique le long du fil. Hein. Je vous rappelle que le champ électrique se mesure en volts par mètre. Hein. Enfin, le champ, c'est dV, enfin, avec un signe moins dV sur dx, ou x ou dl, enfin, x le long, dans la direction du fil. Et donc V, c'est l'intégrale de E. Hein. Donc j'ai cette tension, et puis j'ai des charges donc, qui se déplacent. Si je considère cette portion de circuit, alors c'est pas forcément un fil là, hein, c'est... Alors, c'est une boîte noire là, j'ai quelque chose. Hein. Simplement, il rentre ici un courant IAB, et en régime permanent, il n'y a pas d'accumulation de charge.
Par conséquent, il sort aussi UAB. Et je voudrais m'intéresser à la puissance. J'aurais déterminé la puissance fournie à ce dispositif par le biais de la force électrique. Si j'ai une différence de potentiel, j'ai un champ E. Ce champ E travaille sur les charges, comme ceci. Par conséquent, il y a de l'énergie qui est apportée. De l'extérieur, je considère que les sources de ce courant sont hors de mon système. Mon système, c'est ça. Et le fait qu'on amène un courant et qu'il y ait une différence de potentiel aux bornes de ce système fait que, en fait, il y a des charges, il y a un champ E, donc une force, et donc, en fait, on amène de l'énergie. L'énergie qu'on amène, c'est le travail de la force électrique sur toutes les charges du système. Alors, calculons-le. Alors, on peut le faire de deux façons. On peut faire la somme de ce travail-là sur toutes les charges qui passent. Ou bien, on peut dire que le travail de la force, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. On trouve exactement pareil, bien sûr. Parce que l'énergie potentielle, c'est justement c'est la fonction dont dérive la force. Donc on peut le faire, si j'avais le temps, je ferais bien des deux façons, mais on va prendre peut-être la plus immédiate. On a vu que l'énergie potentielle associée à la force électrique, c'était QV. Par conséquent, si j'amène ici au potentiel VA, donc pendant dt, pendant un temps dt, on apporte dq égale IAB dt charge, enfin on apporte une charge dq au potentiel VA, d'accord, parce que le courant c'est dq sur dt, donc pendant dt, on a amené ici des charges, et on a amené une quantité de charge totale, dq égale I dt, définition du courant. Donc ça, c'est une énergie potentielle qui vaut donc eh bien, dq fois VA. D'accord ? Ça, c'est l'énergie apportée, mais on en retire ici. On en retire combien? Donc on apporte dq, et on enlève la même quantité de charge, elle est permanente, mais on l'enlève au potentiel VB. Donc EP, ça va être dq fois VB. D'accord ? Par conséquent, la variation d'énergie potentielle enfin, si vous voulez, l'énergie apportée, je peux le dire comme ça, et c'est donc par le travail de la force électrique, soyons précis, le travail d'une force, c'est moins la variation d'énergie potentielle. D'accord ? Exactement comme ici, le travail du poids, c'est mg scalaire dr, et ça, c'est moins d de mgz, c'est moins d de EP. Le travail d'une force, c'est toujours moins d de l'énergie potentielle. Pour toutes les forces qui dérivent d'un potentiel. C'est pas si longtemps que ça qu'on a fait de la mécanique, ça va? Donc de la même façon, l'énergie qu'on a apportée, on apporte
cette énergie et on retire ça. Donc l'énergie qui a été donnée au système, c'est ce qu'on a apporté moins ce qu'on a enlevé. Donc c'est moins la variation d'énergie potentielle, moins ce qu'il y a à la fin. C'est ce qu'il y a au début moins ce qu'il y a à la fin. Donc c'est moins la fin moins le début. Bref, tout ça est cohérent. Donc l'énergie apportée, c'est dQ fois V1 moins dQ fois VB. D'accord? Je vais vraiment pas à pas là, mais ça paraît peut-être trop évident, mais j'apporte de l'énergie et j'en retire un bout. Et donc ce que globalement le système a donné le système extérieur a donné à la portion de circuit que je considère, c'est ce qu'on a mis là moins ce qu'on a pris là, c'est-à-dire dQ fois VA moins VB. Donc, travail apporté, c'est dQ fois VA moins VB. Or, dQ, par définition, c'est IAB dt. Donc voilà l'énergie qu'on a donnée au système pendant dt. Et par conséquent, la puissance. Donc peut-être je devrais déjà écrire ça. Delta W égale IAB. Alors V1 moins VB, par définition, c'est ce qu'on appelle UAB. Donc ça, c'est l'énergie fournie au système pendant dt. Et donc la puissance électrique, c'est vraiment la puissance de la force électrique. C'est la force électrique qui travaille, qui agit sur les charges, qui les met en mouvement, ou qui entretient leur mouvement. Bon, tant pis, j'efface ça. Donc la puissance, P, fournie, on peut appeler ça un récepteur AB, c'est-à-dire la branche du circuit qu'on considère entre A et B, c'est IAB ou UAB, IAB. Ok? Voilà. Donc c'est très important, pas juste de retenir ça, mais donc P égale UI, ok? C'est très important de comprendre que c'est vraiment la puissance, au sens mécanique ordinaire, que la force électrique a communiqué aux charges. Communique aux charges. Donc c'est de l'énergie qui est donnée à la branche de circuit AB. Alors après, ce qu'elle en fait, cette branche de circuit, ça dépend de ce qu'elle est. Elle peut s'en servir pour mettre en mouvement quelque chose, ça s'appelle un moteur. Elle peut s'en servir, pour fabriquer de l'énergie chimique, pour transformer l'énergie en énergie chimique, par exemple dans une électrolyse. Hein, vous faites passer un courant et puis ça fait des réactions chimiques qui font gagner de l'énergie à la matière, en quelque sorte. Vous créez de l'énergie chimique. L'énergie n'est pas perdue. Après, vous pouvez récupérer cette énergie, en brûlant la chose que vous venez de fabriquer. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette énergie, c'est ce qui est fourni par le champ. Et cette énergie, donc, elle peut faire du travail, faire de l'énergie chimique. Elle peut aussi rayonner. Voilà. Une lampe à incandescence, par exemple. Eh bien, vous amenez de l'énergie UI, un courant, une tension, et puis ça va vous faire de la lumière, il y a de l'énergie qui passe. Puis ça va chauffer aussi, ça peut chauffer, un radiateur, ça fonctionne comme ça. Donc l'énergie qui est fournie, c'est ça, et après, ça dépend du système que vous avez. Alors prenons le cas d'un simple conducteur ohmique. Alors conducteur ohmique, c'est juste une résistance, juste je vais le modéliser directement comme ça, quelque chose qui ne fait rien d'autre que s'opposer en quelque sorte au passage du courant. Donc on a vu que la résistance était liée à des forces microscopiques qui s'appliquent sur les charges et qui viennent gêner leur accélération. Sur une charge,
on a une force QE, par conséquent, voilà la relation fondamentale de la dynamique pour chacune des charges. Et s'il n'y avait que cette force-là, on voit qu'il y aurait une accélération constante, et donc la vitesse croîtrait à l'infini. En pratique, les charges ne sont pas libres de se déplacer sans interagir avec la matière autour. Et donc il y a d'une façon ou d'une autre une force effective de frottement qu'on avait modélisé rapidement par un terme proportionnel à la vitesse. Donc ça établit, enfin, c'est à partir de ce modèle-là qu'on avait obtenu le modèle de la résistance comme ça. Alors, supposons donc qu'on a un conducteur ohmique, simplement quelque chose qui a une résistance pure. On a à ce moment-là la puissance fournie au système, eh bien c'est IAB, UAB. Et on en fait quoi de cette puissance? Eh bien on n'en fait rien d'autre que chauffer le corps, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, cette puissance fournie ne contribue plus à accélérer les charges. On est en régime permanent, donc chaque porteur de charge a sa vitesse maximale, en quelque sorte. Bon, c'est statistique, mais supposons que chaque charge va à la même vitesse, chacun a acquis sa vitesse limite. Et donc la puissance de cette force dissipative est égale, en régime permanent, à la puissance fournie par le champ E. Par conséquent, cette puissance fournie, c'est aussi la puissance dissipée au sein du conducteur. Et donc, ça vaut évidemment la même chose. Le bilan énergétique, en régime permanent, de toute façon, le bilan énergétique doit être nul. Parce que toute l'énergie qui est fournie au système doit se retrouver sous une autre forme. Donc, si on n'a pas un moteur, une énergie électrolyse, enfin bref, si on ne transfère pas cette énergie en autre chose qu'en frottement à l'échelle microscopique qui fait de la chaleur, eh bien, toute l'énergie qu'on récupère, qui est dissipée dans sous forme de chaleur, ce qu'on appelle l'effet Joule, hein, vous savez ça, toute l'énergie qu'on récupère est l'énergie qu'on a fournie initialement. Et donc c'est UI, et alors dans la mesure où pour un conducteur ohmique, U égale RI, ou I égale U sur R, cette puissance dissipée, on peut l'écrire RI2, ou bien U2 sur R, évidemment pareil. Alors les U et les I sont des IAB, je ne les mettrai pas à chaque fois, mais au moins une fois, que ce soit clair. Voilà. Et on voit que la puissance dissipée est au carré ici, là, pour la tension comme le courant. Donc, quel que soit le sens du courant, évidemment, c'est la même puissance qui est dissipée. Toujours positif. Donc, c'est le bilan d'énergie qui nous permet de dire que la puissance dissipée, c'est ça. En régime permanent, ça ne peut pas être autre chose. Et on sera toujours dans des régimes permanents ou quasi permanents, c'est-à-dire... Bon, je reviendrai sur cette approximation plus tard. C'est-à-dire, même si le courant est variable, on considère qu'il varie peu, enfin, ou lentement par rapport aux échelles de temps caractéristiques essentiellement de propagation de la lumière d'un bout à l'autre du circuit. Ok, c'est bon ça? Bon, bah, je crois que... Si, alors maintenant, je vais parler... Donc j'ai parlé de ce conducteur ohmique. Je voudrais parler maintenant des capacités et des bobines, des inductances, hein, qui sont les ingrédients de base des circuits électrocinétiques que vous aurez à traiter. Donc si je vous demande si vous avez tous vu des bobines et des condensateurs, et vous allez me répondre non, d'accord. Donc on va... Vous les avez manipulés un peu en TP quand même? Non? Après? Non, de fait? On les a déjà vus, mais après ouais. on s'en souvient plus. Ok. Ouais, bah après, est-ce que ton souvenir de terminal est assez près? Voilà. On appelle ça des bobines souvent, parce que le prototype de ces inductances sont des bobines de fil, mais de fil conducteur. Et d'ailleurs, le symbole est comme ceci. Ça rappelle, bon, le symbole dans un circuit électrocinétique, c'est comme ceci. Ça rappelle donc l'enroulement du fil.
Alors, si on avait déjà fait de l'électromagnétisme, ce serait très simple de comprendre le fonctionnement de ces choses-là, parce que c'est le résultat des lois de l'électromagnétisme, des lois de l'induction, en l'occurrence. C'est pour ça que ça s'appelle une inductance. Donc, une inductance, une bobine, je ne sais pas comment appeler ça d'autre, enfin, bon, est caractérisée par un nombre qui a une certaine dimension, mais qu'on note L pratiquement tout le temps, et qu'on appelle donc l'inductance de la bobine, qui se mesure en Henry, bien. Donc unité de Henry. Il y a un H, hein, Henry, je pense. Il y a un Y, je veux dire. H, c'est sûr, mais il y a un Y, c'est un Y, hein, ouais. C'était pas un français, hein. Non. Henry, voilà. Alors, on a plus souvent des milli-Henry que des Henry dans les circuits. Bref. Comment ça fonctionne? Eh bien, l'idée, c'est que, donc, si vous mettez entre A et B une inductance L, la caractéristique de ce dipôle, hein, c'est un dipôle linéaire qui relie, dont la tension aux bornes et le courant qui le traverse sont reliés par la caractéristique suivante. On a UAB, hein, c'est-à-dire vraiment c'est VA modulé, hein, UAB égale LD de IAB sur DT, où on a pris I allant de A à B. Hein. C'est pour ça que je mets explicitement IAB, donc c'est ce qu'on appelle la convention récepteur, mais peu importe, j'aime pas trop ces trucs, convention récepteur, convention générateur. Ça cherche à nous embrouiller, je trouve. Enfin, c'est fait pour nous aider, donc si ça vous aide, très bien, mais si vous avez du mal aussi avec ça, il faut juste réfléchir à ce qui se passe. Donc, la tension aux bornes de la bobine est égale à L fois la dérivée du courant. C'est comme ça, j'aimerais pouvoir le démontrer, mais il faudrait partir des lois de l'induction. Ça prend une ligne, une fois qu'on connaît les lois de l'induction, mais c'est l'électromagnétisme, mais on ne l'a pas encore fait. Donc UAB égale L dI AB sur dt, il n'y a rien d'autre à en dire du coup. Alors souvent, une bobine réelle a une petite résistance en série, auquel cas c'est ça plus R IAB. Bon. Mais dans les circuits, c'est plus simple de les séparer. On suppose qu'on a L et puis on met une résistance en parallèle. Donc je traite l'inductance idéale ici et c'est bien comme ça. Ok, bon ben voilà, y a pas... Et puis ensuite, il y a les condensateurs. Ou les conductances. Non, ou les capacités. D'accord. Donc, ça se représente comme ceci. A, B. Et donc le condensateur est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité. Capacité donc de C, qui se mesure en unité farad, très bien. Grand F, farad. En l'honneur de M. Faraday, bien sûr. Et les capacités qu'on rencontre couramment sont plutôt des microfarads. Alors, quelle est la caractéristique de ce dipôle-là? C'est que si vous appelez Q... Alors, c'est pareil, hein, si on avait fait l'électromagnétisme, on aura déjà vu les condensateurs. Donc l'idée, c'est que vous avez deux conducteurs. Donc, le prototype, c'est vraiment deux plaques de métal qui se font face. Deux conducteurs dits sous influence totale, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la charge sur l'un est égale à moins la charge sur l'autre.
Si vous avez Q d'un côté, vous avez moins Q de l'autre. Je vais appeler ça grand Q. C'est ça souvent, d'accord? Alors le Q peut être négatif. Hein. Bon, il y a une charge d'un côté, il y a l'opposé de l'autre. Et la présence de ces charges sur des plaques crée un champ électrique, et un champ électrique comme ça. Voilà. Voilà comment ça marche en électromagnétisme. Bon, on ne l'a pas fait, mais on le fera. Et par conséquent, si vous avez un champ, vous avez une différence de potentiel. Vous avez VA ici, enfin ça c'est un fil de résistance négligeable, donc c'est la même tension. Ici vous avez VA, ici vous avez VB, et le champ E, bien sûr, c'est simplement VA moins VB divisé par l'épaisseur entre les plaques. Bon, on reverra ça, mais juste quand même que vous ayez un petit peu en tête ce qui se passe. Vous avez des charges, par conséquent, vous avez un champ, et si vous avez un champ, vous avez une différence de potentiel, puisque le champ dérive du potentiel. C'est moins son gradient. Hein. Voilà, donc la tension UAB pour ce dispositif, c'est toujours évidemment VA moins VB, hein, par définition, différence de potentiel. Eh bien, on montre que c'est Q, la charge, divisé par la capacité. Plus exactement, on montre que cette différence de potentiel est proportionnelle à la charge, et le facteur de proportionnalité, on le définit comme étant 1 sur C. C'est ça qu'on appelle la capacité. Alors le moyen mnémotechnique, c'est que Q égale Q. Hein. Q égale CU. Voilà. Pas se tromper. Donc mettez pas U égale CQ, c'est Q égale Q. Ok, donc U égale Q sur C. Maintenant, si vous appelez toujours IAB le courant qui va de A vers B, eh bien, IAB, ça va être dQ sur dt. Alors là, faites bien attention. Hein. IAB, c'est dQ sur dt, à condition que Q soit du côté d'où vient le courant. Il y a des cas, il y aura des tas d'exercices où, parce qu'il n'y a pas juste un détecteur, un dipôle, mais plusieurs, le Q que vous aurez été amené à introduire sera le Q de l'autre côté, auquel cas, le IAB sera moins dQ sur dt. Donc, toujours pareil, réfléchissez à la norme, puis au signe. Donc, I, c'est dQ sur dt, d'accord. Mais est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Alors là, vous regardez, si IAB est positif, ça veut dire qu'il y a des charges plus qui arrivent par là. En fait, c'est des charges moins qui vont dans l'autre sens, mais peu importe. I positif, ça veut dire qu'on apporte des charges par là. Donc, Q va augmenter. IAB est positif, Q augmente. Donc, c'est bien dQ sur dt, et pas moins dQ sur dt dans ce cas-là. Q pourrait très bien être négatif. N'empêche, IAB apporte des charges, donc il va réduire la quantité négative de charge. Donc dans tous les cas, IAB égale dQ sur dt dans cette convention pour les lettres. Q c'est celui-là et IAB c'est celui-là. Donc voilà, la caractéristique de la bobine c'est UAB égale LDI sur dt. La caractéristique du condensateur c'est UAB égale Q sur C. Oui, c'est ça. Q sur C, c'est-à-dire, pardon, alors donc c'est ça que je voulais compléter ici. Donc UAB, je vais le mettre là. Non, pardon, donc IAB égale D, donc C, D de UAB sur D2. Donc, dans une bobine, dans une inductance, la tension est la dérivée du courant. Dans un condensateur, le courant est la dérivée de la tension. Et les facteurs de proportionnalité sont M et C. C'est la définition de ces grandeurs-là, inductance et capacité. Évidemment, si le courant est la dérivée de la tension est l'intégrale du courant. Hein. Donc,
si on veut faire des circuits dérivateurs, intégrateurs, on peut utiliser ces composants naturels qui réalisent de fait la fonction dérivatrice et intégratrice. Ça va? Ok. Ça va pour tout le monde? Vous saviez ça quand même. Enfin, c'était bien de le rappeler, d'accord, mais vous l'aviez vu un peu quand même. Enfin, certains, oui. Ok. Bon, alors, je vais peut-être pas faire tout de suite la notation complexe. On va faire 2-3 exos. Ah! Ouais. Est-ce qu'on fait d'abord les exos triviaux de la... Bah oui, comme ça on met directement l'application. Ouais, ouais. Ça évite de me répéter comme ça. Ouais. Ouais, et puis on fera... Ok, ok. C'est bon, on fait au moment où on aborde l'exo ou alors... Ben ouais, on va peut-être... Ouais, on va faire Thévenin au moment où on l'aborde. On va commencer par le trivial, là, le premier circuit. Ok, donc j'efface ça. J'espère que ce sont quand même des rappels qui ne sont pas trop lointains pour vous. Alors, exercice 1, un circuit avec 2 mailles. Donc ça, c'est pour écrire la loi des mailles et la loi des nœuds. Un générateur de tension E. Une résistance R1. Alors ça, il faut vraiment savoir faire... Enfin, il faut que ça pose zéro problème. Ça, quand vous tombez sur un truc comme ça, vous vous disiez, chouette, je vais encore manger des points. C'est bon, quoi. C'est zéro problème, ça. Hein. Alors, la loi des mailles. Qu'est-ce qu'on appelle une maille? C'est une boucle. Pour ceux qui ont fait du tricot. Voilà, ça c'est une maille. Ça c'est une maille. Je vais changer de couleur. Ça c'est une maille. Et puis il y a une autre maille, c'est celle-là. D'accord? Il y a 3 mailles dans ce circuit en fait. Hein. On dit, enfin, il y en a une, c'est la réunion des 2 précédentes. Alors la loi des mailles dit que si on prend les tensions sur le long de toute une maille, donc fermée, une boucle fermée, on obtient 0 simplement parce que la tension, c'est les différences de potentiel. Donc le potentiel ici, si vous partez de ce potentiel-là, là vous avez passé de celui-ci à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là, vous revenez au potentiel de départ, donc la tension totale, c'est 0. Je préfère en général, ça c'est libre à chacun, dire qu'entre 2 points, par exemple ici, il y a des points dans le truc? Non, bon, ça va. Donc si j'appelle ce point-là A, ce point-là B, j'ai 2 façons de calculer, enfin j'ai plusieurs façons de calculer la tension. Je peux dire que c'est cette tension-là, donc c'est E, mais je peux aussi passer par ce chemin-là et voir que UAB, c'est cette tension-là, plus celle-là qui vaut 0 en l'occurrence. Bon, vous êtes tous familiers avec ça, hein? Non? Un peu? Ouais. Loi des mailles. Bon. Et loi des nœuds. Ouais, la loi des mailles dit une chose très simple, c'est que VA moins VA égale 0, quel que soit A. C'est ça la loi des mailles, hein? Donc ne vous en faites pas une montagne. Hein? Et la loi des nœuds dit que si vous avez un nœud, où il y a plusieurs branches de circuit, la somme des courants qui arrivent à ce nœud, c'est 0. Mais on le conçoit en général plutôt de la façon suivante, en disant que le courant qui arrive est égal au courant qui part. Donc si là vous avez I0, enfin, si vous avez grand I, et là vous avez I1, I2, I3, I4, et bien vous avez grand I qui vaut I1 plus I2 plus I3 plus I4.
courant qui arrive est égal au courant qui repart. Bref. Alors, allons-y. Déterminer l'intensité du courant I et la valeur de la tension U représentée sur le schéma. Donc, I, c'est celui-ci. Donc, c'est le même ici, c'est le même partout. Donc, dans chaque branche du circuit, il y a toujours le même courant partout. Hein. Ça, c'est l'approximation des régimes quasi permanents. Là, en l'occurrence, on a un générateur de tension continue, donc c'est permanent, mais même s'il était variable. L'idée, donc c'est ça l'approximation des régimes permanents. C'est que si vous changez la tension ici, ça va changer le courant, bien sûr. Le point clé, c'est que en vérité, rien ne se propage plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, si vous commencez, mettons que vous coupez le générateur, donc à la fin, le courant va être zéro partout. Mais il ne va pas s'arrêter partout tout de suite. C'est-à-dire quand vous coupez, si vous mettez cette tension ici à zéro, ce point-là du circuit, il ne le sait pas encore qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a changé le potentiel. Donc il faut le temps que ça se propage. Donc le courant va commencer à s'arrêter là, puis là, enfin, ou l'inverse, c'est-à-dire ça va peut-être... bref, le signal, l'information va se propager à la vitesse de la lumière. Donc c'est pas vrai que le courant ici va toujours être le même ici, enfin sur toute la branche. Mais à la vitesse de la lumière, c'est très vite fait une branche de circuit que vous avez sur votre table. Donc on considérera dorénavant et tout le temps qu'on est dans les régimes quasi permanents. Ça veut dire qu'on ne fait pas changer la tension ou le courant trop vite par rapport aux dimensions du circuit. Ça veut dire donc qu'il faut être limité en fréquence. Si vous avez une fréquence ultra rapide, cette borne-là sera revenue, donc vous mettez du plus, du moins, du plus, du moins. Si, quand vous mettez le plus, enfin, vous faites passer au plus, le signal plus ici, c'est pas encore arrivé l'information que c'était plus, que celui-là il est déjà au moins, alors ça va être un peu le bazar dans le circuit. Le courant, il sera plus, enfin, il y aura du courant qui part par là, et puis, donc, si c'était un régime permanent, il arriverait par là, mais en fait, il n'a pas encore, il est peut-être le courant ici, il est peut-être encore dans la phase où il allait par là. Bref, du coup, il y a des accumulations de charge dans le circuit, c'est le bazar. Ne vous inquiétez pas, ça ne se produira jamais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à trop haute fréquence. Si on vous demande qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit en régime quasi permanent, et il faut que l'information d'un changement se transmette d'un bout à l'autre du circuit plus rapidement que le temps de changement, l'échelle de temps de changement des conditions du système. Ok, donc je reprends, pardon, j'en profite pour dire des petites choses au passage, mais alors, on nous demande l'intensité et le courant. Le choix de la méthode est laissé à l'appréciation de chacun. Ça tombe bien, parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. Ok, alors, que vaut ce courant ? Je sais pas, je vous laisse me dire comment faire. C'est vraiment très simple. On peut écrire qu'ici, le courant... Là, il y a un nœud, là. Donc, le courant qui va passer ici, je peux l'appeler I0. Ça va être I que je cherche, plus un I1, ou je peux l'appeler I3, là, dans la branche où il y a R3, par exemple. I3, voilà. Je peux écrire ça. Je peux dire que I0, c'est I plus I3, par exemple. Je peux écrire, il y a 1000 façons de résoudre ce problème, hein, mais bon. Je peux écrire que la différence de potentiel entre ce point-là, que je vais appeler M, ce point-là que je vais appeler N, ça là, UMN, c'est-à-dire VM moins VN. En passant par cette branche, je vois que c'est R3I3. Et en passant par cette branche, je vois que c'est R2I plus R4I. Donc c'est R2 plus R4I. D'accord ?
Et puis ensuite, il va quand même falloir que je me serve du générateur, puisque le courant va dépendre du générateur. Donc, je vais écrire UAB de différentes façons. UAB. UAB, c'est R1 I0, de là à là, plus R3 I3. D'accord? Et ça vaut E. On a un générateur de tension E. Voilà. Ça suffit déjà, ça. Hein. 3 équations, 3 inconnus. Hein, les 3 inconnus sont... Ah non, si, c'est ça. Les inconnus ici sont I0, I et I3. Tout le reste est connu. Et j'ai 3 équations. 1, 2, 3. D'accord? Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc on veut I, c'est ça. Donc c'est... donc on veut I et I est là. Donc il faut éliminer I3 et I0. Donc je veux I3 là. Donc je remplace I3. Je vais remplacer I0 par I plus I3 ici. Donc j'ai R1I plus R1 I3 plus R3 I3, donc plus R1 plus R3 I3. Ça c'est égal à E. D'accord? Et donc j'ai I3 en fonction de E et I que je mets là et c'est terminé. Alors ça fait, donc ça veut dire que je mets la ligne intermédiaire I3 vaut E moins R1I sur R1 plus R3. Et donc, ça me donne ici, en injectant ça là, ça me donne R3 sur R1 plus R3 E moins R1 R3 sur R1 plus R3 I égale R2 plus R4 I. C'est ça. Et donc I égale, je mets ça de l'autre côté, et donc ça fait R3 sur R1 plus R3 E divisé par R1 R3 sur R1 plus R3 plus R2 plus R4. Voilà. C'est pas très beau. On pourrait tout multiplier par R1 plus R3. Vous préférez? C'est pas grave, hein? Non. Voilà. Bon. Ok. À moins qu'on soit trompé, hein, ce qui est possible. Le tableau, je peux facilement faire des erreurs, mais bon, voilà le principe, quoi. Vous écrivez ce que vous écrivez des lois, des nœuds, des mailles, et puis on touille tout ça. Alors, on a vite fait de tourner en rond, malheureusement, dans ce genre de problème. Donc, c'est bien de prendre un peu de recul, un peu comme je l'ai fait là. D'abord, on s'assure qu'on a bien 3 équations indépendantes et 3 inconnues. Bon, là, 3, enfin, qu'on a le bon nombre d'équations. Et puis, on regarde un peu à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Il vaut mieux se le dire clairement dans la tête, voire l'écrire sur un brouillon. J'ai besoin d'avoir que... Je cherche I, donc il faut que je trouve I3. Et donc, je vais tirer I3 à partir de... Donc, je vais éliminer... Enfin, comme je l'ai dit, là, c'est bien de voir à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Et que ça va marcher. Après, il n'y a plus qu'à le faire. Sinon, c'est vrai qu'on tourne très vite en rond dans ces problèmes. Ça a dû vous arriver. Moi, ça m'est arrivé. Beaucoup. Ok. Bon, alors... ouais, enfin... Bon, il y a toujours d'autres façons de faire.
Mais bon, ok, non, pour l'instant je m'arrête là. On verra Tevna après. Ok, bon, c'est tout. Je n'ai vraiment pas de commentaires à faire là-dessus. Deuxièmement, effectuer les applications numériques, ok. On ne le fait pas, si vous êtes d'accord. Entraînez-vous, mais on ne va pas perdre du temps là-dessus. Alors, circuit à 3 mailles. Toujours plus fort. 3 mailles, donc E. Alors, les générateurs, on le représente parfois comme ça, avec un grand trait et un petit trait. Le grand trait, c'est le signe plus. Le petit trait, c'est le signe moins. On utilise ça quand on a des générateurs de tension continue, toujours. Et on peut aussi faire comme là, avec le E et la flèche standard aussi. Donc on a 3 mailles ici. Alors là, ça va peut-être nous permettre d'introduire un peu d'autres techniques. Et puis là, donc R3, donc R1, R2, R3 et R4. I, le courant global qui sort et qui rentre dans le générateur, et puis I1 dans la branche 1, I2 dans la branche 2, et I3A. Alors attention, hein, le I3 va dans l'autre sens ici, c'est le schéma qui le dit, donc on va respecter ce que nous dit le schéma. Peu importe, hein, on oriente les courants comme on veut, si le courant va en fait dans l'autre sens, et bien il sera négatif, et puis c'est tout, hein, c'est pas du tout un problème. Écrire toutes les lois des mailles associées à ce circuit. Écrire de même toutes les lois des nœuds. Bon, donc là c'est vraiment du basique et du pédestre, malheureusement. Donc on va y aller à pied. C'est parti. On commence par cette maille-là. Alors dans cette maille-là, on a E qui vaut R1 I1. Ok? Ensuite, alors on peut soit prendre cette maille-là, ce qui va nous donner E égale R2 I2, soit cette maille-là qui va nous donner R2 I2 égale R1 I1. Évidemment, compte tenu de la première, tout ça c'est lié. Donc en fait, il y a beaucoup de mailles redondantes ici. Hein. Donc je ne sais pas laquelle vous préférez. Celle-là? Ou celle-là? Bon, de toute façon, bon, allez, celle-là. On va écrire E égale R2 I2. C'est pas la peine d'écrire celle-ci individuellement parce que ça ne va pas nous donner une information supplémentaire. Elles sont liées. Et maintenant, il y a cette maille-là, ou ça, ou tout ça. Hein, mais il y a manifestement 3 mailles indépendantes dans le circuit. Donc, je ne sais pas, vous voulez celle-ci? Ou bien tout ça, c'est pareil. On va faire tout ça. Celle-là. Donc, E égale... Alors attention, hein, I3 est dans l'autre sens. Donc, E ici, c'est moins R3 plus R4. I3. Ok. Bon, voilà les lois des nœuds, des mailles. Maintenant les lois des nœuds. Donc, les lois des nœuds, c'est les lois de division du courant quand vous avez un embranchement. Alors, on va introduire ici, on introduit, comment on l'appelle celui-là? Petit i. On voit. Donc on a grand I qui vaut I1 plus petit i, d'accord? Donc n'hésitez pas à introduire des notations, hein, bien sûr. Ça c'est à ce nœud-là. À ce nœud-là, j'ai les courants qui arrivent, c'est I plus I3, et il part I2. Donc j'ai I plus I3 égale I2. OK. Bah, c'est tout. À ce nœud-là,
à ce nœud-là, j'ai I1 qui arrive et I qui part. Hein. Ce I, c'est le même que celui-là. Donc si j'ai I1 qui arrive et I qui passe là, bah, je sais que grand I, c'est I1 plus petit I. Donc ça veut dire qu'en fait, ici aussi, il était arrivé petit I. Le courant là, c'est ça moins ça. Bah, c'est donc le même qu'ici. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Bah, oui, il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Donc on peut réécrire là en remplaçant I par ce qu'il vaut. On peut faire la synthèse de ça et écrire I, grand I égale I1 I1 plus I2 moins I3. Ok? Et puis tout ça. Et c'est quoi la question? Résoudre le système d'équations obtenues et donner l'expression d'intensité du courant. Alors, est-ce qu'on a bien toutes assez d'équations? Quels sont les inconnus? I, I1, I2, I3. 4 inconnus, 4 équations indépendantes. C'est bon, il n'y a plus qu'à. Ok? Alors allons-y. On a lequel? Intensité. On cherche I, grand I. Ouais. Comment vous faites pour savoir si c'est des inconnus? Ah, bah, les R sont donnés. Bon, après, on nous donne des valeurs numériques dans la question d'après, mais peu importe. Ah, ah oui, non, non, d'accord, ok. Non, alors, ok, je comprends la question. C'est en fait ce qui peut varier, c'est-à-dire, quand vous fabriquez votre circuit, vous mettez une certaine résistance quelque part, puis une autre, vous savez ce que vous faites. Vous ne savez pas quel va être le courant. Vous mettez un certain générateur, donc vous imposez un certain E, vous avez mis des composants, donc tout ça c'est connu. Et la question c'est quel courant va passer dans les branches. Donc ceux-là sont inconnus, ils peuvent varier. Si vous variez... le truc c'est que vous n'avez pas le choix des I. Vous pouvez changer la résistance, vous pouvez changer la tension, et le I il va suivre. Le I il est imposé par les différents paramètres du circuit. Il passera le courant qui peut passer compte tenu de la tension que vous avez mis, des résistances. Donc ça, c'est ce que vous vous donnez. Vous fabriquez votre circuit, vous lui mettez une tension qui est ce que vous voulez, et après, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont les tensions à différents endroits entre là et là. C'est ce que c'est. Et puis, quels sont les courants, voilà. C'est imposé par les choses, par la construction du circuit. Donc vous avez la responsabilité de la construction du circuit, donc ça c'est connu, et le reste... vous allez le calculer, vous le déduisez. Donc, 4 équations, 4 inconnues. On y va, on cherche I, donc on va tirer, donc, c'est complètement trivial, quoi. I, c'est I1 plus I2 moins I3. I1, c'est E sur R1. I2, c'est E sur R2. Et I3, c'est moins E sur R3 plus R4. Donc, je ne sais même pas si ça vaut le coup que je l'écrive. Mais... c'est moi, ça? Sorry. Pardon. Ok, donc ça fait E, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 moins 1 sur R3 plus R4. Non, plus 1 sur R3. Voilà. Alors, ça, une fois qu'on a écrit ça, et c'est ça qui était demandé, hein, donc il fallait faire ça, mais une fois qu'on a écrit ça, on voit qu'il y avait peut-être un moyen plus rapide d'obtenir nos résultats. Le moyen plus rapide, ça aurait été de calculer la résistance équivalente de tout le circuit. Alors ça, c'est une pratique classique qu'il faut que vous sachiez faire, calculer des résistances équivalentes. En fait, on peut toujours remplacer des portions de circuit par... Donc on s'approche petit à petit sur la deuxième nappe. Quand vous avez un circuit linéaire,
vous pouvez toujours remplacer ce circuit par le plus simple des circuits linéaires, c'est un générateur et une résistance. Cette branche-là, comment j'ai quoi comme couleur là? Un jaune. Ça là, il n'y a pas de générateur là-dedans. Donc tout ça, ça va être équivalent à une résistance. Question, laquelle? Quelle est la résistance équivalente à tout ça? Eh bien, cette branche de circuit-là, avec un R3 et un R4, c'est pareil que... Donc c'est des résistances en série, elles s'ajoutent. Je peux remplacer tout ça, je vais peut-être le faire à côté. Je peux remplacer la dernière branche ici par une seule résistance, qui est simplement la somme des deux résistances qu'il y a dans la branche. Vu d'ici, ça ne change rien. Vu de la partie gauche, qu'il y ait deux résistances en série ou qu'il n'y en ait qu'une seule qui ait pour valeur la somme des deux, ne change absolument rien, bien sûr. Mais on peut continuer. Ici, on a deux résistances en parallèle. Quelle est la résistance équivalente à la résistance en parallèle? On ne l'a pas revu ça, mais l'inverse des résistances s'ajoute. On peut le démontrer facilement. Vous voulez le faire ou ça va? Ça va, bien. Merci. Donc tout ça, je peux le remplacer par une résistance ici qui vaudra 1 sur R2 puissance sur R3 plus R4. L'inverse de la somme des inverses. Pas à peine que je l'écrive. Et puis à nouveau, je peux écrire la... Je peux voir que celle-ci est en parallèle avec celle-là. Et donc tout ça est équivalent, du point de vue de ce qui est à gauche, à une résistance dont l'inverse est la somme des inverses. Donc c'est 1 sur R1 plus l'inverse de ça, c'est-à-dire 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus R4. Et voilà la résistance qu'il y a ici. Donc E, I, vous cherchez I, et bien I, c'est E divisé par cette résistance, donc multiplié par ce qu'il y a en bas. La somme des 1 sur. Enfin, bref, ça. On aurait pu, dès ici, en fait, dire qu'il y a 3 résistances en parallèle, c'est évidemment bien plus pratique, et dire simplement que la résistance équivalente à tout ça, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus R4. Donc ça, cette étape-là, enfin, je vous montre là que c'est équivalent, mais quand vous avez ça, vous faut directement écrire que la résistance équivalente, c'est la somme des inverses de ces résistances-là. Donc ça, c'est vraiment ne jamais écrire une chose pareille. Bon, voilà. Exercice 3, c'est pas la peine, parce que c'est juste, c'est plus un petit casse-tête mathématique rigolo. Enfin, c'est pas mathématique. Mais bon, il n'y a pas tant de choses que ça à apprendre là-dedans, donc je passe. Alors, théorème de Thévenin. Bien. Pas de questions hein, là-dessus.
Donc tout système linéaire, tout système électrocinétique linéaire, comportant des générateurs de tension ou de courant, ou les deux, hein, de tension et ou de courant. Et des résistances. Équivalent à un générateur non idéal. Alors je devrais mettre toute branche d'un circuit linéaire. Tout système linéaire, toute branche d'un système linéaire, toute branche d'un circuit linéaire. Donc ce qu'on entend par linéaire, ce sont des composants qui ont des caractéristiques linéaires. C'est-à-dire où U et U et I sont liés par une relation linéaire. U égale RI par exemple, ou U égale E moins RI pour les générateurs, ou I moins E sur R pour les générateurs de tension, de courant. Alors, les L et les C sont aussi des opérateurs linéaires, hein, les capacités et les inductances, dans la mesure où on a, donc si vous avez U qui est LDI sur DT, où I égale Q, oui, I égale C du sur dt. C'est linéaire dans le sens où si vous, la dérivée est une opération linéaire. Si vous ajoutez, si vous avez un courant plus un autre, la dérivée de la somme des deux, c'est la somme des dérivées des deux. Donc tout ça se passe de façon linéaire. Hein. Je voulais préciser tout à l'heure, j'ai oublié de le faire, quand vous avez un condensateur en régime continu, en régime continu, eh bien, il n'y a pas de courant qui passe là-dedans. Parce que vous avez le courant qui est C du sur dt. Donc, si vous êtes en régime continu, du sur dt, c'est 0. Donc, il y a de la tension entre A et B. Au bord d'un condensateur, il y a une tension, mais il n'y a pas de courant qui passe. C'est comme si vous aviez ouvert un interrupteur ouvert. Sauf qu'il y a une tension nécessairement qui est fixée, qui vaut Q sur C. Donc, I égale 0 là-dedans. Et pour une bobine, eh bien, pour une bobine, en régime continu, U égale 0, c'est un simple fil, parce que U, c'est LDI sur dt, en régime continu, DI sur dt vaut 0. Donc en régime continu, une bobine, c'est un fil, donc qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça change strictement rien. C'est un bête fil. Et un condensateur, ça impose une tension, mais il n'y a pas de courant qui passe, donc ça ne change pas la distribution des courants par ici. Donc en régime continu, ces choses-là sont de simples, sont soit des fils, soit un interrupteur ouvert, donc ils peuvent être inclus dans les circuits, ça ne change pas tout ce que je dis là. Alors, ça, donc ça, c'est une propriété importante qui est liée à la linéarité du système. Si vous mettez des choses linéaires ensemble, eh bien le résultat, donc si chaque élément du circuit a une caractéristique linéaire, eh bien globalement, il n'y aura que des droites dans le système, ce sera encore une caractéristique linéaire, et par conséquent, vous pouvez toujours remplacer n'importe quelle branche de circuit
entre un point A et un point B. Là-dedans, vous mettez n'importe quoi de linéaire. Ça, c'est équivalent à un générateur non idéal avec une certaine force électromotrice qu'on appelle E Thévenin, parce que c'est le théorème de Thévenin, et une certaine résistance équivalente à l'ensemble qu'on appelle résistance de Thévenin, associée à ce dipôle. Il y a un dipôle, donc un fil qui rentre, un fil qui sort. Ça peut être remplacé pour n'importe quelle partie de circuit par ceci. Et ça veut dire que là, le carré Meunier, vous avez marqué n'importe quoi, il y a des générateurs et des résistances. Voilà, il peut y avoir des générateurs de courant, de tension, des résistances, des 25 mailles, des dérivations dans tous les sens, ce que vous voulez. Et des générateurs et des résistances. Des générateurs, des résistances, voilà. Des choses linéaires. Alors, ouais. Pour vous, c'est quoi quelque chose qui n'est pas linéaire en fait? Des choses qui ne seraient pas linéaires. Ça pourrait être des moteurs qui vont utiliser le courant d'une certaine façon, qui ne soient pas proportionnels à I. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des résistances qui ne sont pas linéaires. Le conducteur ohmique U égale RI, c'est une idéalisation. En fait, R, il peut dépendre un peu de la tension qu'on applique, il va dépendre un peu du courant, enfin bref. Donc, vous pouvez imaginer des choses qui ne vont pas se comporter de façon linéaire, c'est-à-dire si vous multipliez par 2 la tension, le résultat ne sera pas exactement 2 fois ce que vous avez. Donc, plein de choses, enfin, en pratique d'ailleurs, rien n'est tout le temps parfaitement linéaire, mais enfin, c'est pas loin d'être le cas. Une photorésistance, oui, ou vous avez des diodes avec des caractéristiques. Alors il y a des diodes parfaites, il y a des diodes qui sont genre comme ça, c'est parfait, mais vous avez des diodes qui sont plutôt comme ça. Alors là, elle est linéaire, c'est bon, mais si vous augmentez, si vous allez trop haut en tension, ou en courant, ça dépend dans quel sens vous prenez, eh bien ça cesse d'être linéaire, quoi. Tout ce qui a une caractéristique courant-tension, pas des branches de droite, bah, c'est pas linéaire. Donc il y a plein de choses en fait, hein. Mais n'empêche, des choses linéaires, c'est quand même souvent le cas dans les circuits, et donc c'est intéressant de connaître ceci. Alors la question, bien sûr, c'est, donc on sait qu'on peut remplacer n'importe quelle branche de circuit par le truc le plus simple au monde, un générateur unique avec une résistance unique. La question, c'est lesquels, évidemment. Comment savoir par quel générateur équivalent remplacer la branche de circuit? Eh bien, c'est simple en fait. Puisque ça doit se comporter de la même façon que ça, il faut que ETH, si on ouvre le circuit entre A et B, c'est-à-dire s'il n'y a pas de courant dans la branche AB, d'accord? Donc comme ici, quand il n'y a pas de courant dans la branche AB, si vous ouvrez le circuit entre A et B, que vaut la tension entre A et B, UAB? Eh bien c'est ETH. Donc en fait, le générateur équivalent, donc générateur de Thévenin, qui est le générateur équivalent à votre branche de circuit, il a pour force électromotrice la tension UAB qui régnerait si on ouvrait le circuit. D'accord. Et
la résistance qui caractérise donc ce générateur équivalent, c'est la résistance équivalente. S'il n'y avait pas... en fait, non, tout simplement, c'est la résistance équivalente entre A et B. Si vous coupez toutes les sources si vous coupez la source de tension, ça c'est juste une résistance R à B. Enfin, R entre A et B, RTB. Donc, cette résistance, c'est la résistance équivalente. On va faire des exemples. Là. Résistance équivalente entre A et B dans la branche de circuit remplacée. Donc ça, c'est en coupant toutes les sources. Toutes les sources, c'est-à-dire tous les générateurs. D'accord ? Si vous coupez ce générateur, cette branche, c'est une résistance pure. Donc, pour savoir quelle est la résistance équivalente à ce circuit, vous coupez toutes les sources et vous regardez quelle est la résistance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire couper les sources? Ça veut dire remplacer les générateurs de tension par des fils de résistance nulle. C'est-à-dire, au lieu d'imposer... Un générateur, ça impose une tension E. Le couper, ça veut dire, au lieu d'imposer E, vous imposez 0. Donc vous mettez un fil, vous court-circuitez. Okay. Vous remplacez les générateurs de tension par des fils. Pour les générateurs de courant, remplacez les générateurs de courant par quoi? Couper un générateur de courant, c'est faire en sorte qu'au lieu d'imposer un certain I, il impose 0. Et comment vous imposez 0 dans une branche? Eh bien, vous ouvrez. Vous coupez le fil, vous mettez un interrupteur ouvert. Donc, c'est remplacer les générateurs de courant par des interrupteurs ouverts. D'accord? Donc, plutôt que d'apprendre ça par cœur, faites la réflexion que je viens de faire pas à pas. RTH, ça se voit sur cette représentation, c'est la résistance qu'il y aurait, c'est la résistance que serait, à laquelle serait équivalent ce système s'il n'y avait pas de source. Donc, il faut couper les sources et vous regardez la résistance qui reste, équivalent, en faisant comme on a fait, en additionnant les choses en série, en additionnant les inverses des choses en parallèle. Donc ça vous donne une certaine résistance. Une fois que vous avez coupé toutes les sources, il n'y a plus que des résistances dans le circuit. Donc vous regardez combien ça fait. Et c'est ça la résistance de Thevenin. Mais couper toutes les sources, ça veut dire ça. Ça veut dire là où un générateur de tension impose une certaine E, eh bien vous faites en sorte qu'il impose 0. Donc vous le court-circuitez, vous mettez un fil. Il n'y a pas de différence de potentiel le long d'un fil. Donc là où un générateur de tension impose E, vous imposez 0. Et là où un générateur de courant impose I, par nature, vous imposez 0. Et donc vous ouvrez la branche. Donc vous remplacez les générateurs de courant par un interrupteur ouvert et les générateurs de tension par un fil. Sans résistance. Ok. Quand on avait fait les montages, on avait quand même placé un deuxième générateur qu'on avait appelé un générateur prime, entre guillemets, dans la mesure. Pour retrouver la résistance interne, mais ça est basé justement sur... Ouais, c'est ça. En gros, tu as des générateurs qui deviennent dipôles. Ouais, mais il faut quand même du coup un générateur pour faire... Non, pas forcément. Un générateur, c'est ce qui est entre A et B. C'est la résistance que tu veux calculer. Entre A et... Tu as remarqué que le générateur, on l'a coupé, il n'y avait pas de tension assez bonne quand on avait parlé de l'autre générateur. Il y avait un deuxième générateur sur lequel on avait quand même une tension. Ça devient notre générateur de Thevenin, celui-là. On prend ça.
On pourra regarder, je ne sais pas quel était l'énoncé de votre... C'était un TP, c'est ça? Oui, c'était un TP. Pour déterminer la résistance la résistance interne. Ouais. Ah oui, donc, bah oui, c'est ça, vous coupez toutes les sources et vous mettez un générateur, vous regardez le courant et vous faites E sur R, E sur I et vous avez R. On avait quand même mis un deuxième générateur quand même pour qu'il y ait du courant qui passe. Ah, c'était juste pour mesurer R au lieu de le calculer. Mais après, vous pouvez comparer au calcul. Alors, vous calculez la résistance équivalente. La meilleure façon de la vérifier, si vous coupez ça et que maintenant vous mettez un générateur E ici, donc vous connaissez le E, vous mesurez le courant I, et R, c'est E sur I. Donc c'est une façon de le mesurer. Vous mesurez la résistance en mettant une tension, en regardant le courant, vous connaissez la résistance. Donc c'est sans doute ça que vous avez vu. Je crois, oui. Et après, il faut du coup vérifier que c'est bien, la résistance que vous mesurez, c'est bien égal à la résistance que vous avez calculée, en regardant vraiment la résistance équivalente, avec des sommes en série et des inverses de sommes dans les parallèles. Ok, alors voilà. Et de la même façon, on peut remplacer, donc ça c'était Thevenin, maintenant le théorème de Norton. C'est pareil, une chose linéaire est une chose linéaire, donc de la même façon, n'importe quel système à 1 peut être remplacé par un générateur de courant équivalent. Avec un I Norton, et alors du coup un R Norton, Toute branche d'un système. Oui, toute branche d'un système linéaire peut être remplacée par un générateur de courant équivalent, dit générateur de Norton, si vous voulez. Parce que un truc linéaire, c'est un truc linéaire, donc voilà, on peut toujours remplacer par ça. La question, c'est que vaut quel est le courant du générateur de courant et quelle est la résistance de ce générateur équivalent. Eh bien... Ce sont des fils que vous avez représentés, c'est ça? On remplacera des fils. Non. Ça, c'est la même chose que l'énoncé du théorème de Thevenin. Et donc, on peut remplacer n'importe quel système, n'importe quelle branche d'un système linéaire par un générateur de Thevenin, de tension, avec une certaine résistance, ou bien par un générateur de courant qui délivre un certain courant IN et qui a une certaine résistance interne, donc en parallèle de ce générateur idéal de courant, Rn. Alors, que vaut IN? C'est simple, hein. C'est le courant que délivrerait... c'est le courant que délivrerait cette branche de circuit s'il n'y avait pas de tension entre A et B. S'il n'y a pas de tension ici, alors il n'y a pas de... donc là, ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes de ce Rn, c'est 0. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant dans cette branche. Sinon, la différence de potentiel serait Rn. Donc, s'il n'y a pas de courant là, à ce moment-là, tout ça sort bien. Donc, c'est ça. Hein. Donc, IN, c'est le courant. Alors après, il faut... oui, ça dépend dans quel sens on le met. Je pourrais le mettre vers le bas, et à ce moment-là, ce serait le courant IAB. On peut peut-être faire ça. C'est une question de convention, hein, parce que ce I peut être négatif. Hein. Donc, soit je l'oriente comme ça, soit je l'oriente comme ça, et je dis que ce serait le courant qui... c'est pas grave si c'est IBA. Hein. Ouais.
on va le laisser comme on l'avait fait, changez pas votre dessin. Voilà. Donc c'est, ce serait ce courant-là, quoi. Je sais pas comment l'appeler. Sinon, il faut juste inverser A et B. Oui, mais bon, Ça change pas. Ça se voit là-dessus. Hein. C'est le courant qui sortirait de A et qui rentrerait dans B. D'accord. Bon, le courant qu'on aurait, voilà. C'est évident. Si UAB était nul, si la tension entre A et B était nulle, donc comment on le fait? Eh bien, vous court-circuitez, vous mettez un fil entre A et B, et vous regardez quel courant sort. D'accord? Obtenu en reliant A et B par un fil sans résistance. Ok. Donc c'est bien IAB d'ailleurs. Hein. C'est le IAB qui aurait dans le fil que vous mettez pour le court-circuiter. Après, du coup, c'est IBA à l'intérieur du dipôle. Mais donc, bon, ça dépend évidemment dans quel sens on... Ce courant, voilà. Donc, vous court-circuitez, vous reliez A et B par un fil, eh bien, le courant qui passe dans ce fil, c'est le courant de Norton orienté dans ce sens-là. Ok? Si ça c'est IAB, alors c'est le courant IAB qui aurait dans le fil. Celui-là. Bref, on se comprend. Et que vos RN, eh bien c'est, si vous coupez toutes les sources, c'est-à-dire vous coupez tout ce qui fournit soit du courant, soit de la tension, eh bien RN, c'est la résistance équivalente entre A et B. Bon, en réalité, c'est exactement la même chose que RTH, RTVNA. Vous l'obtenez de la même façon, vous coupez toutes les sources, c'est-à-dire vous court-circuitez les sources de tension et vous ouvrez les sources de courant. Rn égale RTH. Et par ailleurs, ce générateur de courant est équivalent lui-même au générateur de Thevenin. On a dit que le dipôle AB était équivalent soit à ça, soit à ça. Mais pour que ça soit équivalent à ça, il faut en plus qu'on ait... Enfin, il se trouve que ça donne la même chose, bien sûr. ETH égale simplement RTH I Norton. Donc si vous avez le générateur de Norton équivalent, vous en déduisez le générateur de Thevenin équivalent. Et inversement. Donc Thevenin et Norton, c'est la même chose. Ceci est équivalent à cela. Effectivement, quand on avait écrit la caractéristique du générateur idéal, on avait obtenu pour un générateur de tension UAB égale E moins RIAB, vous vous rappelez? Et pour le générateur de courant, on avait obtenu IAB égale I0 moins UAB sur R. Bah, vous voyez que ceci est équivalent si E égale RI0 et que R est le même. Donc, un générateur de courant et un générateur de tension avec des résistances sont équivalents. Normal, hein, c'est une seule et même caractéristique. C'est U en fonction de I, c'est un truc linéaire. Et donc, vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire, donc U en fonction de U. Vous pouvez le lire comme U en fonction de I ou I en fonction de U. C'est une droite, donc ce sera soit Thevenin, soit Norton, c'est comme on veut, ça dépend comment on le lit. Ok? Si on faisait une pause. Ouais.
On revient dans 5 minutes et il nous restera 1 heure, c'est ça? Enfin, dans 7 minutes, 8 minutes. Le temps de prendre un ice stick, quoi. Good.